le préfet Evans Richard, qui également nous rejoindra tout à l'heure, est historien de formation. Il est entré dans la préfectorale en 89 et il a notamment passé 5 ans aussi à la présidence de l'Assemblée nationale avant d'être préfet de la Meuse, des Landes, de la Loire et enfin du Var. Et il est aujourd'hui directeur de la mémoire, de la culture et des archives au ministère, au ministère des Armées. Et il est membre actif du comité d'histoire du creux préfectoral et du ministère de l'Intérieur, rattaché à l'Institut depuis quelques années. Et il nous apportera un témoignage sur le texte lié au débarquement de l'Ocean Viking à Toulon. Merci. Donc moi, je vais essayer d'aborder le sujet sous un angle un peu particulier, à partir de l'expérience de l'Ocean Viking. Je ne sais pas si cet épisode parle encore à un certain nombre d'entre vous. Un épisode qui est intervenu donc, le 11 novembre 2022 et qui a duré une petite semaine. Alors c'est vrai qu'en matière de rétexte dans les préfectures, et notamment dans les préfectures du sud de la France, on est habitué donc à en faire, à en avoir, parce que c'est vrai que les crises, notamment les crises climatiques, ne manquent jamais. Et c'est vrai que quand on a affaire à une crise climatique, même si on bénéficie de renforts extra-départementaux, parfois de renforts zonaux, voire de renforts nationaux, on travaille dans une communauté qui a l'habitude de gérer des sujets très, très opérationnels. Sur l'Ocean Viking, c'est une crise d'un genre assez particulier, puisque c'est l'arrivée, alors vue du Var, impromptue d'un bateau, puisqu'il se trouve que cette crise avait été planifiée pour se dérouler à Marseille et que l'avant-veille de l'arrivée du bateau, on a décidé que les choses se feraient dans le Var. Et avec en plus particularité, c'est que le jour où on m'annonce ça, j'ai le président de la République, j'ai le ministre des Armées et j'ai le ministre des Armées italienne, chacun avec son propre programme, jusqu'à 23h30. Donc peu de temps pour se préparer, avec un aspect évidemment humanitaire, puisque toute la pression médiatique s'exerçait à partir d'informations laissant penser que sur l'Ocean Viking, la situation devenait ingérable avec des gens de plus en plus malades et des gens de plus en plus énervés. Et puis, au-delà du sujet humanitaire, il fallait régler aussi les aspects juridiques, c'est-à-dire sous quel statut accueillir ces personnes. Est-ce qu'on les admettait, est-ce qu'on les admettait pas? Est-ce qu'on les accueillait au titre de l'asile ou est-ce qu'on leur refusait donc l'asile? Avec en plus une manœuvre internationale, puisqu'on voulait tester la relocalisation d'un certain nombre de personnes, puisque c'était un des sujets qui occupait beaucoup l'Italie, et donc cette manœuvre internationale échappait quand même très largement donc, au niveau local. Pour mener cette crise, eh bien, ou essayer de la gérer, les moyens locaux. En plus, dans un grand week-end où certains avaient déjà prévu de s'absenter, voire de s'absenter loin de tard. Et puis, le renfort d'un certain nombre de services, notamment centraux, qui ont été en quelque sorte rameutés avec des préavis très courts et l'obligation de se déplacer donc jusqu'à Toulon, sans parler d'un autre aspect, donc un volet judiciaire, puisque toutes ces opérations se faisaient donc dans des délais extrêmement contraints et sous le contrôle du juge, avec en plus un mélange de juridictions, puisque pour certains sujets, il fallait aller devant la juridiction administrative, pour d'autres, il fallait aller devant des juridictions judiciaires. Et même si Toulon était doté d'un tribunal judiciaire qui n'était pas forcément le plus petit de France, même si Toulon était doté d'un tribunal administratif à compétence départementale, les magistrats n'étaient pas habitués ni à cette pression temporelle, ni à devoir gérer dans un laps de temps très court un grand nombre de sujets. Et puis, évidemment, cerise sur le gâteau, sur les 234 personnes concernées par l'Ocean Viking, on en avait moins d'une dizaine qui parlaient français, moins d'une vingtaine qui parlaient anglais, et le reste
ne parlaient que des langues à la fois rares, l'hindi, on avait des Érythréens qui parlaient dans leur patois, avec une difficulté supplémentaire, c'est qu'il fallait trouver des interprètes et qu'on n'en avait aucun sur place. Et ni aucun relais, ni parmi les personnes accueillies, ni dans notre environnement immédiat, qui puisse suppléer cette absence d'interprète. Et puis, bien évidemment, une manœuvre médiatique considérable, puisque scandale, pourquoi on accueillait un bateau, pourquoi à Toulon, avec en plus donc des pressions politiques très fortes. Donc c'est vrai que bon, un rétex à chaud après un événement, bah, ça permet au moins de se défouler, permet aussi à l'ensemble des acteurs bah, de dire ce qu'ils ont ressenti et ce qu'ils ont sur le cœur. Sur le rétex à froid, qui est certainement le plus important, la difficulté, c'est de trouver le bon niveau pour prendre en compte bah, les sujets qui relèvent de l'administration locale, les sujets qui relèvent bah, du judiciaire, avec lequel on n'interfère pas forcément pour leur demander ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour prendre en compte aussi la réaction bah, des échelons centraux qui ont été projetés. C'est vrai que des premiers mesures à prendre, c'était d'entendre chacun des passagers de l'Ocean Viking pour essayer de savoir si derrière lui ne se cachait pas un terroriste dangereux. Et ces entretiens avaient été confiés à un service parisien qui n'était pas du tout habitué à les mener. Alors déjà, le fait de devoir prendre ses valises et de descendre de Paris à Toulon, ça leur arrivait moyennement plus, surtout à la veille d'un grand week-end. Et pendant des heures et des heures, certains se sont demandé comment ça pouvait aller se passer, d'autant qu'ils n'arrivaient pas à communiquer avec les personnes qu'ils étaient censés entendre. Donc, il y a eu un rétex à froid au niveau de la préfecture, et puis le vrai rétex, en fait, il a pris la forme d'une inspection générale interministérielle qui a permis de rassembler bah, les représentants de tous les services qui avaient été impliqués et essayer d'en tirer les enseignements. Avec une difficulté, c'est que bah, quand on est dans ce formalisme-là, tout le monde n'accepte pas forcément le regard des autres sur bah, parfois ses faiblesses et ses lacunes. Bon. Donc il y a eu cette inspection générale. Bon, un des constats qui a été fait, c'est que le cadre juridique dans lequel on était censé intervenir n'était pas du tout adapté pour traiter ce genre de situation. Dans la mesure où, avec 230 personnes, on ne pouvait pas imaginer, dans un tribunal tel qu'il était constitué, ou même à la cour d'appel, essayer de traiter l'ensemble de ces affaires, sachant qu'évidemment, tout un tas d'avocats locaux, nationaux se sont proposés pour venir défendre ce petit monde, et bien évidemment, alors que c'est tout à fait légitime de leur part, rien n'a été fait pour accélérer les cadences, puisque la première chose qu'ont demandé les avocats, c'est d'avoir d'abord un temps suffisant pour s'entretenir avec leurs clients. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le faire, puisque n'étaient pas plus compétents que moi en hindi, ourdou ou quelques langues africaines, mais ça a quand même gelé la situation pendant plusieurs heures. Donc le constat, bah, ça a été celui de l'inadaptation donc du cadre, mais je ne suis pas sûr que ce constat ait été suivi des faits, parce que je crains que si la même situation venait à se reproduire aujourd'hui, les mêmes difficultés se retrouveraient, puisque même si on m'avait promis à l'époque on améliorerait le CESEDA ou on l'adapterait, je n'ai pas le sentiment que grand-chose ait été fait dans ce domaine. Idem pour les garanties qu'apportent, qui étaient censées apporter certaines dispositions, notamment sur les zones d'attente. Le fait que les parlementaires puissent venir les visiter.
Donc c'est vrai que ça a été considéré comme une garantie de bon fonctionnement, si ce n'est que les parlementaires avaient le droit de le visiter avec tous les journalistes qu'ils souhaitaient inviter. Donc c'est devenu assez rapidement la foire. Et on s'est aperçu assez vite que ce qui intéressait les parlementaires, ce n'était pas forcément la situation des Pakistanais, des Indiens, des Afghans ou des Érythréens qui se trouvaient là, mais c'était de se faire valoir, avec une vraie difficulté qui était d'essayer de protéger quand même ces personnes qui avaient quand même subi à la fois le voyage, des périples plus ou moins longs, pour certains des sévices d'une rare violence, notamment dans leurs étapes libyennes, et qu'on jetait en quelque sorte en pâture sans égard pour elles, avec en plus l'opinion française avait du mal à comprendre la complexité du dispositif juridique et ses implications. Nos étrangers, eux, n'arrivaient pas du tout à comprendre ce qu'il arrivait, pourquoi un jour on les transportait devant le tribunal judiciaire, une heure après c'était devant le tribunal administratif, et le lendemain c'était devant la cour d'appel. Et à chaque fois, ils avaient l'impression que ça se terminerait donc dans une geôle ou un coup de passe-fauce quelque part dans la prison du sud de la France. D'où l'intérêt de cet exercice, mais aussi la difficulté quand il s'agit de modifier ou de faire évoluer un arsenal législatif, d'être en capacité de le faire, parce que c'est vrai que cet événement a suscité une grande émotion sur le moment. Et puis, une semaine après, 15 jours après, l'opinion publique était passée à autre chose, avec une difficulté de mener ces chantiers dans la durée. Alors c'est vrai que quand il s'agit de modifier quelques textes réglementaires, c'est souvent plus simple que de toucher à des articles législatifs, surtout sur des sujets aussi sensibles. Et puis, dernier point, c'est que autant bon, les administrations locales, ayant l'habitude des crises, essaient de rebondir, de se nourrir de ces expériences successives, autant pour des services d'administration centrale qui sont confrontés à ce genre d'exercice que très très rarement, c'est un petit peu plus compliqué pour essayer de rebondir en essayant de développer une culture de la crise et des habitudes ou des réflexes dans la mesure où, selon les moments, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont de permanence. Comme on l'évoquait tout à l'heure, évidemment, il y a un rythme de mutations qui font que dans tel ou tel service, on ne reste pas plus de 2, 3 ou 4 ans. Et comme ces crises arrivent quand même, heureusement, de façon assez épisodique, c'est vrai que pendant 10 ans, ce qui était un peu le cas sur ce type d'épisode d'arrivée de bateaux avec un nombre de migrants important, en 10 ans, on en perd le souvenir. Enfin, en revanche, gérer des inondations, gérer des feux de forêt sur le bassin méditerranéen, ça arrive tous les ans, voire plusieurs fois par an. Et donc, il y a peut-être plus de facilité à la fois à maintenir une culture, des réflexes, une sensibilité, que lorsqu'on est confronté qu'à des événements qui n'arrivent qu'une fois tous les 5, 10, 15 ou 20 ans. Voilà les quelques points sur lesquels je voulais mettre l'accent. Sachant qu'après, autant localement, je sais ce qu'on a pu en faire, autant pour les administrations centrales, je ne sais pas le retour et l'impact qu'ont pu avoir à la fois ce rétexte et cette inspection interministérielle.